Bonjour, je m'appelle Pouria Amir Chahi et je suis maintenant à Politis, l'hebdo. Alors, je suis obligé de commencer par la question qui vous a été adressée par l'historienne Laurence Decoq vendredi dernier. Elle était l'invitée de Pablo Pio-Vivien. Sa question est simple, elle vous demande quand revenez-vous? Me voilà. Ça rejoint la question sur Twitter d'ailleurs de Francis Couvaléaire qui vous a demandé aussi s'il y avait une vie après celle de député. Oui, mais c'est comme la vie avant. C'est le monde du travail, le monde réel. Euh, Souvent, et à juste titre, on reproche aux élus de s'être éloignés un peu du monde réel. Beaucoup sont passés par des circuits de politique permanente. Voilà. Moi, je suis militant depuis très longtemps, mais engagé depuis très longtemps. Mais j'ai bossé, voilà, j'ai bossé dans le travail social, j'ai bossé dans la culture, j'ai bossé dans le développement durable et renouer avec le fil d'une vie sociale normale. C'était un souhait. Chez moi, je ne m'attendais pas, j'avoue, à cette aventure nouvelle, journalistique, éditoriale, à Politis. J'espère que je pourrai apporter à ce journal le meilleur, mais c'est bien de tourner la page, c'est bien de passer à autre chose, mais sans aucun regret, et surtout sans renier ce qui fonde les combats. On va revenir sur, je vous poserai une question plus tard sur Politis, mais vous êtes un homme de gauche. Quand vous voyez le paysage politique en ce moment, vous êtes optimiste? Non, pas très, parce que bon, la gauche est atomisée, la gauche est divisée. Je trouve que Mélenchon ne peut pas se contenter de crier victoire, même si c'est la première force de gauche aujourd'hui, incontestablement, en sautant comme ça sur le cadavre du PS. Il est mort le PS? Je sais pas. Structurellement, c'est pas sûr, parce qu'il reste un appareil et de l'argent. Idéologiquement et culturellement, oui, je crois, totalement. Il s'est trompé, il a tourné le dos aux siens, il a tourné le dos à ses causes. Et puis de l'autre côté, il y a Génération de Hamon qui ne peut pas se contenter euh, simplement d'exister sur la fraîcheur des idées de Benoît Hamon sans se présenter aux élections, par exemple. Au partiel, on n'a pas vu ce mouvement-là. Euh, bon, pour l'instant, celui qui mène la danse, c'est Macron. Euh, on savait que c'était un libéral économiquement. Je m'attendais à ce qu'il soit aussi libéral sur le plan de l'humanisme, on va dire. Il a totalement viré sa cutie de ce côté-là, Macron. C'est-à-dire qu'on renoue avec Macron avec, d'une certaine façon, la période Valls. Alors peut-être la crispation identitaire en moins, ce qui est déjà pas mal. Le laïcisme intransigeant en moins, c'est vrai. Mais enfin, quand on voit toute la politique sécuritaire, je rappelle que c'est quand même sous Macron qu'on adapte l'état d'urgence dans le droit commun. Sur les migrants, la fermeté insupportable, et même à mon avis anti-républicaine, de Colomb. Vu ce contexte, justement, ça donne une responsabilité à Jean-Luc Mélenchon, justement, de réunir l'ensemble de la gauche pour faire front face à la politique d'Emmanuel Macron. Ben, c'est sa mission première à Mélenchon. Mélenchon, il peut toujours constater, et à juste titre, qu'il est la première force de gauche, qu'il a réglé son compte au Parti Socialiste, d'une certaine façon, ce qui était objectivement un vieux défi qui s'était fixé depuis qu'il avait quitté le Parti Socialiste. Donc il fait une démonstration politique et électorale implacable de ce point de vue-là. Mais aux élections partielles, son mouvement ne fait que 13%. Et à côté, il n'y a pas grand-chose. Donc avec 13% et pas grand-chose, on ne gagne pas une élection. Sauf à considérer que la force va à la force, selon cette vieille tradition léniniste, et que donc, progressivement, on va aimanter et ramener à soi toutes les énergies disponibles, et que toutes les veines porteuses de la société vont venir à soi pour demain pouvoir prétendre à exercer le pouvoir, à diriger le gouvernement. Je ne crois pas que ce soit suffisant. On a besoin d'alliés, on a besoin de s'immerger justement dans ces veines porteuses et de faire confiance à la société mobilisée, à la société engagée, à la société qui ne se reconnaît pas forcément aujourd'hui dans les mouvements politiques ou partis politiques, y compris le sien, et pour cause. Et donc il a une responsabilité qui est non seulement de se tourner vers la modernité de ces temps-là, c'est-à-dire ceux qui luttent, ceux qui innovent, ceux qui sont aujourd'hui dans les nouvelles générations de combat, mais aussi de tendre la main aux autres forces de gauche, même si elles sont petites ou plus petites. Sans Alors mépris. c'est l'inverse qui se passe en ce moment, parce qu'on a vu Benoît Hamon, on a vu Pierre Laurent tendre la main à Jean-Luc Mélenchon pour les européennes. Vous y croyez au rassemblement pour les européennes? Non, pas beaucoup à cette étape, même si
Il devrait, parce que, encore une fois, Macron, il bat le rythme. Lui, il est plutôt en phase avec les social-démocraties européennes actuelles. Je parle de Macron. Et pour le moment, l'autre offre alternative d'une construction européenne différente justifierait à elle seule, ne serait-ce que le plan A ou le plan A+, je ne sais pas comment l'appeler, entre Hamon et Mélenchon. Objectivement, on peut s'entendre. Ils ne seraient peut-être pas d'accord sur le plan B, mais c'est pas grave. S'il y a au moins un accord sur le plan A, c'est-à-dire de réorienter la politique européenne actuelle, on pourrait le faire. Le problème, c'est qu'ils sont engagés dans une course de vitesse, dans une course, pardon, dans une concurrence que le mode de scrutin va exacerber. C'est dommage parce que l'idée de liste transnationale, c'est la meilleure idée. Alors, et Mélenchon et Hamon veulent le faire. Ils ne le font pas ensemble pour le moment. C'est dommage. Est-ce que la question du plan B est une ligne rouge ou pas? Pour le moment, ça semble l'être. Les amis de Mélenchon accusent notamment Benoît Hamon de vouloir faire une Europe à traité constant. Oui, c'est-à-dire que d'abord, ça sert à rien de les accuser. Peut-être qu'ils se trompent, Hamon, j'en sais rien. Mais il dit au moins une chose, faut changer le cours de l'Union européenne, et de ce point de vue-là, il ne dit pas autre chose que ce que Mélenchon a dit depuis longtemps, puisqu'ils le disaient ensemble avant dans le même parti. Bon. Ensuite, c'est au moins ça. Enfin, il y a un principe de réalité. De toute façon, au moment des élections européennes, demain, supposons qu'une majorité de gauche, alter-européenne, arrive au Parlement européen. Elle ne va pas décréter en un claquement de doigts la sortie des traités. Donc il faut bien être réaliste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans l'intelligence politique du moment. Donc de toute façon, il n'y aura pas en un claquement de doigts de sortie des traités, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, vis-à-vis des autres partenaires européens, les menacer d'eux. J'ai bien compris la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon qui consiste à dire le plan A n'existe que parce qu'il y a le plan B. On connaît tout ça. Mais n'empêche qu'au point de départ, se mettre d'accord sur des réorientations, les fonds structurels, revisiter les directives, enfin toute une série de choses qui peuvent être faites à traité constant, c'est une réalité que de toute façon Jean-Luc Mélenchon, si demain il était amené à diriger une majorité européenne, ferait. Il ne pourrait pas sinon agir s'il devait juste attendre de sortir des traités. Puisqu'on parle d'Europe, hier, Nathan Guillemot vous a posé une question sur Twitter. Il vous demande quel est votre regard sur le choix d'Alexis Tsipras, qui a plié devant la Troïka et plus tard de gouverner, dit-il, en coalition avec un parti de droite. Alors, moi, au point de départ, je ne l'accable pas, même si on a tous été sidérés par ce revirement. Mais on l'a compris comme quelqu'un qui était tout à fait isolé, avec un pistolet sur la tempe, 26 pays européens se tournant vers lui et lui demandant de plier les Gaules, quoi. Il le fait en pensant peut-être sincèrement qu'il sauve ce qu'il peut. Pas grand-chose. Le problème, c'est que la logique de ce choix-là, c'est évidemment derrière d'en épouser toutes les lignes forces, notamment cette alliance avec des gens de droite. Donc on peut légitimement lui en vouloir dans le débat européen. J'ai cru comprendre que lui essaie de s'en sortir aussi de cet étau-là. Donc il cherche notamment à l'occasion des élections européennes de reprendre pied, Tsipras, et de reproposer, cette fois-ci pas seul, pas les Grecs seuls, une offre alternative. Alors je sais qu'il est en train de rencontrer toute une série de forces de gauche. Il reste un allié pour vous. Jean-Luc Mélenchon, dans la Midinale, avait dit justement, à l'époque il était question encore de liste transnationale, il ne peut pas être question de faire une liste avec Syriza et Tsipras. Oui, en tout cas, c'est pas un adversaire, Tsipras. C'est pas un ennemi, je veux dire. On peut dire qu'il s'est trompé, mais qui s'est pas trompé? Peut-être qu'il aurait fallu faire autrement, je n'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression que Tsipras, c'est le renégat. C'est peut-être pas la meilleure personne pour incarner l'alternative européenne, vu son échec. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas la peine de l'accabler, c'est pas la peine de le fusiller sur place. On a besoin de tout le monde, y compris des gens qui sont de gauche, même s'ils sont affaiblis, c'est son cas, mais qui portent encore cette idée que la Troïka, la construction européenne, c'est d'abord une punition pour les peuples et qu'il faut se défaire de ce carcan et de cette image punitive, enfin pas image, cette réalité punitive du gouvernement européen aujourd'hui. J'ai une dernière question. Vous avez rejoint, on l'a dit tout à l'heure, l'hebdomadaire Politis il y a quelques semaines. C'est quoi l'avenir de Politis ? C'est l'avenir d'une presse qui est mise en difficulté par l'économie de la presse, mais qui peut s'en sortir du fait de ces difficultés. Ça nous oblige à être imaginatifs, inventifs,
C'est une presse engagée, c'est une presse indépendante, on en a besoin. C'est un beau défi démocratique en tout cas que de réussir avec toute l'équipe de Politis à lui redonner une nouvelle vie 30 ans après. Parce que c'est un défi démocratique d'avoir une presse libre et indépendante. Et quand on a tant de médias regroupés en si peu de mains de milliardaires, tant de médias si peu enclins à écouter l'autre musique, celle du bien commun, celle de l'intérêt général, on se dit qu'il n'y a qu'à se retrousser les manches pour essayer. En tout cas, essayer, ça vaut le coup. Voilà. On parlait de convergence politique tout à l'heure. Là aussi, vous diriez qu'il y a besoin de convergence quand on voit justement la précarité de ces médias, de nos médias justement. Oui, je pense qu'avec Regard, avec d'autres journaux, le média aussi, pourquoi pas, il y a besoin de créer des ponts et des passerelles. C'est indispensable. C'est indispensable si on veut donner une autre information, si on veut élever le niveau de la critique de la société, des gouvernants et des possédants, d'abord évidemment, mais pas que. C'est indispensable si on veut, par le reportage, parce que je crois beaucoup dans le reportage, donner à voir plutôt que de donner à penser aux gens. On est vachement dans l'analyse quand on est journaliste ou éditorialiste, ou, y compris dans la presse de gauche traditionnelle. Et je pense que plus que l'analyse, même si elle est importante, il faut donner des clés, des points de repère, des clés de lecture. Donner à voir le monde tel qu'il est, donner à voir ceux qui le font, ce monde, à mon avis, est déterminant, est important, en tout cas, pour la suite. Donc le faire ensemble, de faire avec ceux qui ont cette même ambition-là, avec des supports différents, des moyens différents, ça me paraît bien. Il ne faudrait pas que dans le journalisme ou dans le monde de la presse, de cette presse-là, se reproduise la même chose qu'en politique, c'est-à-dire des divisions, des inimitiés, des guerres de chapelle. On a besoin de mettre tout ça en commun. Je pense que c'est une nécessité démocratique, c'est important pour la qualité même de l'information. Merci beaucoup pour Pourria Mishrahi. Merci à vous. Demain, je recevrai Didier Lerest, l'ancien secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots. On parlera évidemment de l'avenir de la SNCF qui est en question en ce moment. Vous avez une question pour lui? Oui, jusque-là, on arrivait souvent à défendre le service public de la SNCF en même temps qu'on défendait le statut des cheminots. J'ai l'impression qu'à force de propagande, de tentatives de privatisation, d'affaiblissement de la SNCF et de mise en cause en permanence des cheminots, il y a une césure qui s'est créée dans l'opinion, bref, que la propagande a pris. Et je me demande si il ne faut pas repenser cette façon où les cheminots ou les usagers se remettent dans le même train pour défendre ce bien commun qu'est la SNCF, qui est vraiment en difficulté aujourd'hui. Eh bien, je lui transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci à vous.